Si le gouvernement n'engage pas cette diminution des dépenses publiques, cela pèsera sur les générations futures par un niveau de dette qui est devenu extrêmement important. Je rappelle que c'est 3 000 milliards d'euros de dette, c'est 45 000 euros de dette au niveau des Français, avec une charge qui augmente. Je suis Véronique Louwagie, députée de l'Orne, membre de la Commission des finances et vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Je suis engagée sur les textes budgétaires. Expert comptable de métier, je suis très attachée à la rigueur budgétaire. C'est dans ce cadre que j'ai construit un contre-budget pour les Républicains sur lequel nous avons travaillé avec un grand nombre d'acteurs et de députés avec moi. Alors, un projet de loi de finances, c'est la traduction, outre une traduction comptable, c'est la traduction finalement de toutes les politiques publiques qui sont déclinées et qui concernent les ménages, les entreprises, tous les Français. Cela décrit toutes les politiques publiques, qu'il s'agisse de l'éducation nationale à la défense, en passant par l'agriculture, la culture. Véritablement, c'est l'organisation de la vie de tous les citoyens chaque jour. Et donc c'est très important de pouvoir intervenir sur ces sujets qui traduisent des déclinaisons de politiques publiques qui concernent les uns et les autres. Voilà, donc nous avons tous les ans à l'automne la présentation du projet de loi de finances qui prend en compte un certain nombre de recettes. Les recettes de l'État étant finalement les impôts, les redevances, les cotisations qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et ce projet de loi de finances traduit également les dépenses qui sont au service des citoyens pour financer les services publics, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la santé, de la gendarmerie, de la gestion des collectivités territoriales. La difficulté de notre pays aujourd'hui, c'est que le niveau des dépenses est très largement supérieur au niveau des recettes, au niveau de l'État, ce qui traduit un déficit important. Et du fait de ce déficit, le gouvernement a recours à de la dette. Par exemple, en 2024, le gouvernement va emprunter 285 milliards. C'est un montant inédit. Alors, ce que nous proposons à travers ce contre-budget, c'est une vision alternative de la manière dont nous voyons les orientations budgétaires. Cela traduit également nos priorités macroéconomiques. La première priorité, c'est de pouvoir réduire le fardeau fiscal, c'est-à-dire réduire les impôts, les cotisations, les prélèvements, les redevances qui sont à la charge des ménages et des entreprises. Et c'est une réponse finalement à la question du pouvoir d'achat des Français. Donc notre priorité, c'est de réduire ce fardeau fiscal. Le deuxième point, c'est d'organiser et d'aider les familles et les classes moyennes que nous considérons comme aujourd'hui oubliées. Donc nous avons un certain nombre de propositions sur ce sujet. Et ensuite, de réduire également le déficit qui aujourd'hui pèse sur notre pays et qui conduit la France à emprunter. Et pour cela, nous proposons donc une réduction d'un certain nombre de dépenses publiques, une réduction massive de l'ordre de 25 milliards d'euros. Alors, dans les mesures qui concernent la réduction du fardeau fiscal, la réduction des impôts, nous proposons de réduire la taxe sur le carburant. Il y a une taxe aujourd'hui calculée sur le litre de carburant. Nous proposons de la réduire de 10 centimes, ce qui fera une économie, par exemple, de 5 euros en moyenne pour un plein de 50 litres. Nous proposons également d'améliorer le quotient familial en relevant le quotient familial pour mieux soutenir les familles et faire en sorte que les familles puissent payer moins d'impôts. Nous proposons de revenir sur l'universalité des allocations familiales pour répondre notamment à la problématique de la natalité. Voilà quelques exemples de réduction et de soutien aux familles. Nous avons par exemple une mesure qui propose de revoir l'indemnisation du chômage pour calquer notre dispositif à l'instar de ce qui se passe dans les autres pays européens. Nous avons également une proposition qui est d'alléger le coût du RSA, qui aujourd'hui est de 15 milliards d'euros, en organisant notamment une obligation de 15 heures de travail ou de service des personnes bénéficiaires du RSA. Nous avons une proposition de réduire l'aide médicale de l'État aux soins urgents.
Nous avons également une proposition qui consiste à revoir l'hébergement d'urgence, qui aujourd'hui coûte plus de 2 milliards d'euros, et de restreindre cet hébergement d'urgence. Et nous avons également des propositions en ce qui concerne l'administration, la rationalisation de notre administration, sur un prisme, en fait, simplifier plus et dépenser moins, en revoyant par exemple le coût des opérateurs de l'État, le coût d'un certain nombre d'agences de l'État. La bureaucratie, effectivement, coûte cher à l'État. Nous avions d'ailleurs présenté sur le projet de loi de finances 2023, il y a un an, un plan de ce que nous avions appelé plan de sobriété bureaucratique, où nous proposions 20 milliards d'euros d'économies, puisque le coût des services publics en France est nettement supérieur au coût moyen des services publics dans l'OCDE. Il est environ supérieur de 70 milliards en France par rapport au coût moyen des services publics dans les pays européens. Voilà, nous proposions de diminuer de l'ordre de 20 milliards d'euros à l'échéance 2027 et 30 milliards à l'échéance 2030, et nous avons des propositions donc dans ce cadre, dans le cadre de la réduction des dépenses publiques. En fait, le gouvernement nous dit qu'il n'augmente pas les impôts, mais il les augmente tout de même. Il y a quelques augmentations de redevances. Il y a, par exemple, le fait que le gouvernement revienne aujourd'hui sur la suppression de la CVAE, qui est un impôt de production qui pèse sur les entreprises, qui devait être supprimé en 2024, et le gouvernement revient dessus. Donc finalement, il ne s'engage pas dans la diminution des impôts au profit des Français. Et il n'engage pas non plus cette nécessaire et indispensable diminution des dépenses publiques. Si le gouvernement n'engage pas cette diminution des dépenses publiques, cela pèsera sur les générations futures par un niveau de dette qui est devenu extrêmement important. Je rappelle que c'est 3 000 milliards d'euros de dette, c'est 45 000 euros de dette au niveau des Français, avec une charge qui augmente. Nous avions en 2021 31 milliards de charges d'intérêt. En 2024, c'est 57 milliards de charges d'intérêt. Et en 2027, c'est 81 milliards de charges d'intérêt au niveau du pays. Un budget qui sera le budget supérieur, bien au-dessus de celui de l'éducation nationale. Alors effectivement, un budget est basé sur des hypothèses de croissance, des hypothèses d'inflation. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a un consensus au niveau des économistes qui considèrent que les hypothèses retenues par le gouvernement sont extrêmement optimistes. Voilà. Et nous avons par ailleurs à cela le président du Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici, qui effectivement considère que les hypothèses sont optimistes. Et d'ailleurs, je crois que le gouvernement commence à le constater et commence à préparer ses arrières sur ce sujet. Alors aujourd'hui, le PLF 2024, c'est-à-dire le budget 2024 qui nous est proposé, accuse un déficit de 145 milliards d'euros. Et effectivement, si les hypothèses du gouvernement sont très optimistes, cela veut dire que les recettes qui ont été prises en compte pour établir ce budget sont très optimistes. Et le risque, c'est d'avoir un déficit qui soit largement supérieur à celui qui est retenu. Et s'il y a un déficit largement supérieur, cela veut dire que l'État devra encore emprunter plus. Cela veut dire que la dette va augmenter. Cela veut dire que la charge d'intérêt derrière, qui sera supportée par les générations futures, sera encore plus importante. Vous savez, pour comprendre le budget d'un pays, il faut simplement se référer à la gestion domestique que l'on peut avoir de son budget, d'un budget des ménages. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous comprenons qu'un ménage puisse emprunter pour acheter une voiture, pour acheter un logement. En revanche, nous n'aurons pas de ménages qui emprunteront pour aller au restaurant, pour faire des dépenses ordinaires. Or, ce que l'État fait aujourd'hui, c'est qu'il emprunte pour assurer ses dépenses de fonctionnement. Donc, vous voyez, plus qu'un livre, je pense que c'est déjà la gestion d'un ménage qui pourrait être juxtaposée pour organiser la gestion d'un pays. Et là, je crois que ce serait profitable aux uns et aux autres.